L'invasion allemande de l'Europe occidentale débuta le 9 mai 1940 par des attaques contre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Jusque-là, les principaux objectifs de la politique expansionniste du Troisième Reich étaient concentrés sur l'Est. Les Alliés furent surpris car ils pensaient que la France n'était pas en danger. En réalité, les généraux alliés prévoyaient déjà de combattre l'Allemagne sur le sol belge, épargnant ainsi à la France les destructions subies pendant la Première Guerre mondiale. Alors que les Alliés se concentraient sur l'obstruction de l'invasion en Belgique, l'armée allemande tourna son attention vers les Ardennes, une région qui s'étendait du Luxembourg, du sud de la Belgique et du nord-est de la France. Les commandants alliés estimaient que ce terrain montagneux et boisé constituait une barrière naturelle pour l'envahisseur et qu'il n'était donc pas nécessaire de le défendre. Ils jugèrent alarmistes les rapports faisant état de colonnes de véhicules allemands se dirigeant dans cette direction. Qui serait assez fou pour tenter une invasion à travers un terrain aussi difficile? Et même si les Allemands tentaient de traverser cette forêt impénétrable, les Alliés estimaient qu'il faudrait 10 jours à une armée pour percer les Ardennes. En réalité, il ne fallut que 60 heures aux soldats allemands. Il s'avéra que tel était le plan depuis le début. L'avancée allemande dans le nord de la Belgique n'était qu'une feinte. Plus au sud, 4 colonnes de chars et de véhicules, longues chacune de plus de 400 km, avançaient vers la Meuse. Avec l'élément de surprise comme objectif principal, la Wehrmacht a avancé pendant 3 jours et 3 nuits sans repos et a surmonté avec succès des obstacles que les Alliés considéraient comme trop difficiles à conquérir. L'armée allemande rencontra peu de résistance avant d'atteindre la Meuse, fleuve stratégique. C'était le point faible des défenses françaises. L'avant-garde de l'invasion, le groupe du général Ewald von Kleist, comprenait 134 000 hommes, 1200 chars et 1000 avions. Au total, 45 divisions allemandes affrontèrent 9 divisions et demie françaises, composées principalement de réservistes en mauvais état et mal équipés. La force des effectifs et les bombardements aériens massifs des positions françaises permirent aux troupes allemandes de traverser le fleuve à Sedan, Hou et Monthermé. Ce n'est que dans la nuit du 13 mai, une fois la Meuse franchie, que les Alliés comprirent que la véritable invasion était en cours au sud. La dispersion des forces françaises et le manque de préparation à une attaque dans les Ardennes provoquèrent la désintégration des défenses alliées. Dans la nuit du 16 mai, la division Panzer du commandant Erwin Rommel réussit à avancer de plus de 100 km en territoire français. 3 jours plus tard, les forces allemandes atteignaient Abbeville sur les rives de la Manche. Près de 2 millions de soldats français, britanniques, néerlandais et belges étaient pris au piège dans le plus grand encerclement de l'histoire militaire. Les stratèges alliés envisageaient une attaque conjointe pour ralentir l'avancée allemande et briser l'encerclement. Cependant, le 25 mai, les dirigeants français et britanniques ordonnèrent un repli vers la ville côtière de Dunkerque. Le lendemain, l'opération Dynamo fut lancée pour évacuer les forces alliées du continent. Lorsque les bombes allemandes tombèrent sur Paris le 3 juin, le gouvernement de la Troisième République française décida de se retirer de la capitale. L'avancée de l'armée nazie avait été trop rapide et puissante et il était impossible de défendre Paris. La France, l'un des pays les plus importants d'Europe et celui qui avait vaincu l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, tomba en seulement 6 semaines. Mais qu'est-il arrivé aux 41 millions de Français de l'époque? Dans quelle mesure leur vie a-t-elle changé avec le changement de gouvernement? Et quel a été l'impact de la guerre sur leur quotidien? Les historiens semblent s'accorder à dire que l'accueil réservé au nouveau gouvernement a été généralement chaleureux, notamment parce que les Allemands ont lancé une campagne de propagande qui a convaincu le peuple français que leur véritable ennemi était la Grande-Bretagne, comme cela avait été le cas tout au long de l'histoire. De plus, le nouveau régime s'est efforcé de faire en sorte que la liberté culturelle demeure une caractéristique de la France et de Paris en particulier. Peur et faim, les civils en danger lors de l'invasion de la France. La menace pour la vie civile lors de l'invasion de la France était élevée. Les raids aériens, tant allemands qu'alliés, ne faisaient aucune distinction entre soldats et civils. En 1940, 210 bombardements aériens tuèrent 3543 civils, dont 292 victimes alliées. Dans les villes du Nord comme Abbeville et Amiens, les raids détruisirent jusqu'à 80% des bâtiments. L'avancée de l'armée allemande constituait une menace supplémentaire pour la sécurité des civils.
Entre le 10 mai et le 25 juin 1940, les troupes allemandes exécutèrent sommairement au moins 420 civils. Les soldats perpétraient souvent des meurtres en représailles à des actes de résistance locale. Ce fut le cas à Pont-du-Gis le 21 mai, où 23 civils, dont une femme âgée en fauteuil roulant et un bébé de 8 mois, furent tués. Les civils français qui aidaient leurs propres soldats contre les assaillants furent exécutés. Avec l'effondrement de l'effort de guerre allié, une catastrophe humanitaire s'est rapidement produite. 6,2 millions de Français, dont 2 millions de Parisiens et 1,8 million de Néerlandais, ont fui les forces d'invasion. Ce mouvement massif de réfugiés est connu sous le nom d'exode. Des rumeurs terrifiantes ont provoqué des départs de zones encore épargnées par les violences. De nombreux Parisiens ont fui leur ville, les rumeurs d'agression et de meurtres ayant semé la panique parmi la population et les ayant contraints à partir. Les civils ont emballé leurs affaires du mieux qu'ils ont pu pour le long voyage vers le sud. Les familles aisées ont rempli leurs voitures d'articles de première nécessité et d'objets de famille, plaçant souvent un matelas sur le toit dans l'espoir de se protéger des raids aériens. Les gares ont été le théâtre de scènes de chaos. Des milliers de personnes, incapables de se payer leur propre transport, s'entassaient dans des wagons bondés. Le sort de chacun dépendait de sa richesse matérielle. La haute société française s'est dirigée vers sa résidence d'été habituelle, généralement une maison de vacances dans le sud. Les travailleurs partaient à pied, ignorant totalement leur destination et ignorant totalement la géographie française. La réalité de la vie sur la route ne faisait aucune distinction entre les classes sociales. Marchands ambulants et vagabonds, des millions de personnes marchaient vers le sud. La vie sur la route était dure, des familles étaient séparées, 90 000 enfants perdaient contact avec leurs parents et il fallait souvent des mois pour les réunir. La faim, la soif et la petite délinquance entraînaient vols et pillages, tant sur les autres réfugiés que sur les maisons abandonnées le long de la route. En général, les habitants accueillaient les civils avec gentillesse à leur arrivée dans les villes et les villages, mais ce n'était pas toujours le cas. Les restaurateurs pratiquaient des prix élevés, sachant que la nourriture était rare et que les réfugiés mouraient de faim. Certains hommes, civils et soldats, exigeaient des faveurs sexuelles des femmes en échange de leur aide. Les réfugiés ne pouvaient échapper à la violence de la guerre. Des bombardiers en piqué allemand Stuka fondaient sur les longues colonnes de réfugiés sans défense, leurs sirènes hurlant de terreur tandis qu'ils mitraillaient la foule. Les maladies et les blessures étaient fréquentes. Les personnes âgées qui ne pouvaient suivre le rythme, les malades et les blessés qui ne trouvaient pas de lit d'hôpital, et tous ceux qui ne pouvaient accéder assez rapidement aux abris antiaériens étaient abandonnés en chemin ou abandonnés dans des églises, dépourvus des installations les plus élémentaires. Au total, 30 000 civils perdirent la vie pendant la bataille de France. L'expérience civile de la chute de la France et de l'exode fut majoritairement féminine. Avec les hommes enrôlés pour combattre, les femmes constituaient une part importante de la population non combattante, aux côtés des jeunes, des personnes âgées, des malades et des hommes exemptés du service. Cependant, les femmes n'étaient pas superflues par rapport aux besoins de l'effort de guerre. Elles rejoignirent l'industrie pour remplacer les hommes appelés au front. En février 1940, 570 000 femmes travaillaient pour l'effort de guerre. Les horaires étaient longs, au moins 60 heures par semaine. Cependant, l'emploi de guerre était une nécessité pour de nombreuses femmes ayant une famille à charge. Un petit groupe de femmes participa à la bataille de France. Une loi de 1938 autorisa les femmes à s'engager dans les forces armées comme infirmières et ambulancières dans l'armée de terre et l'armée de l'air, conductrices d'ambulances et assistantes administratives. Plus de 6 500 femmes servirent leur pays à ce titre. Le 17 juin 1940, le gouvernement autorisa le recrutement de pilotes auxiliaires pour piloter des avions légers. Pendant ce temps, le gouvernement français fut contraint de se déplacer à plusieurs reprises pour éviter d'être capturé par l'avancée des forces allemandes, atteignant finalement Bordeaux. La retraite fut chaotique et ses membres débattaient encore de la poursuite de l'invasion ou de l'ouverture de négociations avec les nazis pour parvenir à un accord de paix. Les communications étaient mauvaises et des milliers de réfugiés civils encombraient les routes. Dans ce contexte chaotique, les partisans d'un armistice l'emportèrent. Le cabinet approuva une proposition visant à demander des conditions d'armistice à l'Allemagne.
Le Premier ministre Reynaud était favorable à la poursuite de la guerre, mais il fut rapidement défait par les partisans de l'armistice. Sans soutien au sein du cabinet, Reynaud démissionna et, sur sa recommandation, le maréchal Philippe Pétain, âgé de 84 ans, fut nommé Premier ministre le 16 juin 1940. Moins d'une semaine plus tard, le 22 juin 1940, Pétain signait un armistice avec l'Allemagne. Au terme de l'armistice franco-allemand du 22 juin 1940, l'Allemagne nazie annexa de fait les provinces d'Alsace et de Lorraine, qui lui avaient été confisquées pendant la Première Guerre mondiale. L'armée allemande occupa également le nord de la France métropolitaine et toute la côte atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Le reste de la France, représentant les 2/5 du pays, n'était pas directement occupé par l'armée allemande, mais était sous le contrôle d'un gouvernement collaborationniste basé à Vichy, dirigé par le maréchal Philippe Pétain. Le régime de Vichy était connu pour sa collaboration avec les nazis, bien qu'ils fussent, en principe, indépendants et le gouvernement légitime de la France. Le 9 juillet, députés et sénateurs se réunirent au casino de Vichy pour voter un projet de loi autorisant la révision de la Constitution. Le projet de loi fut adopté par 624 voix contre 4. Le lendemain, les parlementaires accordèrent à Pétain le pouvoir de réécrire le droit constitutionnel par 569 voix contre 80 et 17 abstentions. Le maréchal ne tarda pas à consolider son pouvoir. Le 11 juillet, il se proclama chef de l'État et Premier ministre. Il s'arrogea le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres, ainsi que de promulguer des lois et des décrets sans l'approbation du Parlement, dont le mandat fut suspendu pour une durée indéterminée. Ainsi, Pétain concentra le pouvoir entre ses mains exclusives et son régime fonctionna comme une cour royale où les ministres se disputaient l'accès au cercle intime du maréchal. Cependant, Vichy n'était ni une dictature personnelle, ni un gouvernement fantoche nazi. L'initiative législative provenait d'un cabinet de ministres et d'hommes proches de Pétain et non du maréchal lui-même. De plus, le régime jouissait de la liberté de concevoir et de mettre en œuvre sa propre politique. Malgré cela, l'intervention allemande dans les affaires françaises constituait une menace persistante, et déplaire à l'occupant pouvait avoir de graves conséquences. Fut Philippe Pétain un Hitler français? Pétain fut à la tête du gouvernement de Vichy du 11 juillet 1940 au 20 août 1944. Né en 1856, il avait 78 ans, 84 ans lorsqu'il devint le dernier Premier ministre de la Troisième République en juin 1940. Pétain fut élevé au rang de maréchal de France en décembre 1918, grâce à sa participation à la victoire sur l'armée allemande à la bataille de Verdun en 1916, ainsi qu'à sa gestion d'une série de mutineries dans l'infanterie l'année suivante. Durant l'entre-deux-guerres, Pétain resta à l'écart de la politique. Le maréchal jouissait d'une réputation d'homme à l'écart des querelles partisanes des hommes politiques et était populaire auprès du public. En janvier 1935, le journal Le Petit Journal le déclara vainqueur de son sondage visant à désigner le dictateur français le plus probable. Près de 200 000 lecteurs votèrent. Le maréchal l'a emporté confortablement avec 7 000 voix d'avance sur Pierre Laval, arrivé deuxième. L'œuvre de Pétain a jeté les bases d'un culte de la personnalité qui s'est développé pendant les années de guerre. Des cartes postales à l'effigie du maréchal demandaient « Êtes-vous plus français que lui ?» Ces affiches rassurèrent les Français. Ils n'étaient ni vendus, ni trahis, ni abandonnés, et les encourageaient à faire confiance à la figure paternelle à la tête du régime. L'hymne de Vichy s'intitulait « À votre service, maréchal ». Il présentait Pétain comme un dirigeant providentiel dévoué au peuple français dans ses heures les plus sombres. L'hymne proclamait Pétain sauveur de la France et exhortait tous les jeunes à suivre ses traces. Dans les salles de classe, les élèves étaient encouragés à former des ligues de fidélité au maréchal. Dans de nombreux foyers français, les enfants arboraient des portraits de Pétain sur les murs de leurs chambres. Les premiers résistants français ont reconnu la popularité de Pétain comme un facteur déterminant dans le style de leur résistance. Ils ne voulaient pas nuire à leur propre cause en critiquant. Pétain était trop franc. Ce n'est qu'après 1942 que son image perdit un peu de son éclat. Mais le maréchal ne fut jamais la cible d'une tentative d'assassinat et attira de larges foules à ses apparitions publiques, même à la fin de la guerre.
Pour de nombreux Français, il était une icône des valeurs françaises. Les plus fervents défenseurs de Pétain appartenaient à la Légion française. La Légion fut fondée le 29 août 1940 lors de la fusion de toutes les associations d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Les anciens combattants avaient longtemps tenu Pétain en haute estime, le surnommant le vainqueur de Verdun. Désormais, il contribuait à diffuser le message de la Révolution nationale, comme Pétain aimait à appeler sa politique. La fonction de la Légion dépendait largement des circonstances locales. Dans certaines régions de France, le groupe se consacrait exclusivement à la propagande. Ailleurs, les légionnaires poursuivaient un programme politique radical. Entre juillet 1940 et mars 1942, le numéro 2 de Vichy fut nommé vice-premier ministre. Le premier à occuper ce poste fut Pierre Laval, qui était un dirigeant du régime tout aussi important que Pétain. Laval était un vétéran de la politique de la Troisième République, ayant été Premier ministre à 4 reprises au cours des années 1930. Ses manœuvres politiques dans les couloirs du casino de Vichy en juillet 1940 facilitèrent la prise du pouvoir par Pétain. Le maréchal désigna ensuite Laval comme son successeur. Laval est un personnage méconnu, souvent présenté comme la force obscure du régime de Vichy, par opposition au bienveillant maréchal Pétain. Laval était un cliché de la classe politique de la Troisième République. Un carriériste, un chercheur d'or, un homme politique impitoyable et sans scrupules, ne recherchant que le pouvoir et l'argent. Pétain le garda dans son cabinet car ses relations avec l'Allemagne étaient très utiles et il fut la figure politique dominante de Vichy pendant les 5 premiers mois du régime. C'est durant cette période qu'il acquit rapidement un pouvoir considérable. Mais les liens étroits de Laval avec les autorités d'occupation et la presse de la capitale irritèrent ses rivaux à Vichy. Ils y virent une occasion de l'évincer en 1940, lorsqu'Hitler proposa de rapatrier d'Autriche à Paris la dépouille du fils de Napoléon, le duc de Reichstadt. Cette idée plut à Pétain, surtout lorsque Laval l'invita à assister à une cérémonie spéciale. Mais des conspirateurs au sein de son cabinet avertirent Pétain que cette invitation était en réalité un piège et qu'il serait arrêté dès qu'il franchirait la ligne de démarcation entre la France occupée et la France de Vichy. Ils persuadèrent Pétain que Laval voulait le faire sortir clandestinement de Vichy pour qu'il puisse prendre sa place à la tête du régime. Le 13 décembre 1940, Pétain destitua Laval de la vice-présidence et le plaça en résidence surveillée. Cette décision provoqua la colère des Allemands, qui fermèrent la frontière entre le Nord et le Sud et rompirent les négociations. En novembre 1942, les troupes allemandes franchirent la ligne de démarcation pour occuper toute la France. Cette action faisait suite au débarquement allié en Afrique du Nord. La prétention de Vichy à protéger la souveraineté française s'évanouit du jour au lendemain. L'année suivante, face au succès croissant des Alliés à l'étranger et à la résistance croissante sur le territoire national, Vichy connut une radicalisation qui la rendit encore plus fasciste, avec Pétain comme chef suprême. En janvier 1943, Pétain ordonna la création d'une nouvelle force de police paramilitaire, la milice française, qui mena des opérations secrètes contre les opposants politiques. La milice française ne devint jamais aussi puissante ni aussi redoutée que la Gestapo en Allemagne, mais elle joua néanmoins un rôle déterminant dans la lutte du régime contre ses ennemis, notamment durant les dernières phases du régime de Vichy. Sous le commandement de Joseph Darnan, la milice française mena une guerre civile sanglante contre la résistance et les autres ennemis du régime. C'est également à cette époque que Pétain et Laval commencèrent à perdre la faveur de l'opinion publique française. Début 1944, le gouvernement s'était complètement aliéné la population française et devenait progressivement un gouvernement fantoche allemand dans le nord, occupé du pays. Le débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, plaça l'Allemagne dans une situation difficile, d'autant plus qu'elle fut écrasée sur le front de l'Est par les Soviétiques. Dans ce contexte, les Alliés n'étaient pas préparés à prendre le contrôle du régime de Vichy dans le sud de la France et firent de leur mieux pour maintenir leurs autorités au pouvoir le plus longtemps possible. Le 25 août, Paris était libéré. Pétain et Laval s'enfuirent du pays, aidés par les forces allemandes, mais furent ensuite capturés et jugés par les nouvelles autorités françaises. Laval fut exécuté le 15 octobre 1945, tandis que Pétain fut reconnu coupable de haute trahison.
mais sa peine de mort fut commuée en réclusion à perpétuité en raison de son âge avancé. Il mourut en juillet 1951 à l'âge de 95 ans. La Révolution nationale, la vie civique sous le régime de Vichy. La soi-disant Révolution nationale était le programme de Vichy visant à transformer radicalement la société, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Elle était l'œuvre de Philippe Pétain et non imposée par l'armée allemande d'occupation. En réalité, Hitler ne s'intéressait guère aux affaires françaises, si ce n'est pour maintenir sa loyauté envers Vichy par la coercition, le chantage et la menace du recours à la force. Cependant, pour les hommes au pouvoir à Vichy, le renouveau de la civilisation française exigeait un profond renouveau moral et physique des citoyens et des sujets. À l'instar d'Adolf Hitler en Allemagne, Pétain envisageait une transformation culturelle du pays fondée sur de nouveaux impératifs moraux. Selon lui, le républicanisme français avait eu une influence dégénérée sur le peuple français, semant les idées dangereuses de démocratie, d'individualisme, d'égalité et de laïcité. Les opposants à la Troisième République a longtemps imputé au régime démocratique un apparent déclin social, illustré par ce qu'elle considérait comme une quête obsessionnelle du plaisir, du sexe et de la haute société chez les jeunes Français, et particulièrement chez les jeunes femmes. Cela a conduit les femmes à négliger leur devoir sexuel d'élever une famille. Paradoxalement, les valeurs du sexe, du plaisir et de la jouissance d'une vie libertine ont été préservées, voire encouragées, dans la partie de la France occupée par les nazis, notamment à Paris. Pendant ce temps, dans la France de Vichy, les notions de genre étaient au cœur de la Révolution nationale. Sa vision des hommes comme producteurs et des femmes comme reproductrices était un élément central du programme politique de Vichy. Le régime considérait la dépopulation comme le plus grand risque pour la France. Les femmes devaient commencer à avoir plus d'enfants au plus vite. Vichy attribuait la défaite de la France en 1940 à un désordre moral républicain né de la féminisation des hommes, de l'androgynie des femmes et d'une baisse de la natalité. La solution du régime consistait à revitaliser et à renforcer la famille française, que Pétain considérait comme la cellule essentielle de la société. La propagande de la Révolution nationale était abondante d'images genrées, les femmes comme des mères fertiles et les hommes comme des chefs de famille virils. Les enfants étaient présentés au cinéma et dans les magazines comme des symboles d'innocence, ronds et souriants, et la clé de la régénération nationale. En septembre 1941, Pétain créa le Commissariat général à la famille, une agence dotée de son propre budget et chargée de promouvoir la vision hautement politisée de la famille de Vichy. Le régime lança une campagne pour inciter les Français à retourner à la campagne et au travail de la terre. Il construisit une vision de la France rurale comme un environnement sain, encourageant le travail acharné, la probité morale et l'éducation des enfants, loin des tentations malsaines de la ville. Des centaines de familles quittèrent les villes françaises pendant la guerre pour s'installer à la campagne. La plupart d'entre elles ignoraient totalement comment démarrer, voire gérer une ferme en activité. Parallèlement, la compréhension des rôles de genre influença la politique alimentaire. Les mères de familles nombreuses reçurent des cartes de priorité spéciales, leur donnant droit à des rations supplémentaires et à des délais d'attente réduits. Les pères ne recevaient ces cartes que dans des circonstances exceptionnelles. Le souci de la régénération morale et physique de la famille ne relevait pas d'un programme eugénique, comme en Allemagne, où l'objectif premier d'encourager les femmes à avoir plus d'enfants était d'améliorer la race allemande. Dans la France de Vichy, l'objectif était simplement d'accroître la population. Le contrôle de la vie publique et privée des femmes était primordial dans la politique de genre de Vichy. Le gouvernement français vantait la maternité comme une vertu incomparable. Des cérémonies publiques célébraient la fête des mères et le maréchal décernait des médailles aux femmes ayant de nombreuses familles. À l'inverse, la propagande dénigrait les femmes sans enfants. Dans la France de Vichy, celles-ci n'avaient aucun rôle dans la société. Elles étaient considérées comme inutiles. Le régime mêlait persuasion et coercition. Le 11 octobre 1940, les femmes mariées furent interdites de travailler dans le secteur public. Le 2 avril 1941, une loi interdisait le divorce avant 3 ans de mariage et rendait la séparation de corps plus difficile. D'autres mesures décourageaient l'adultère, prévoyant des peines spéciales pour les épouses de prisonniers de guerre français.
Le point culminant de la campagne de Vichy contre la dépopulation eut lieu en février 1942, lorsque le régime adopta la loi dite des 300, ainsi nommée car il s'agissait du 300e article législatif du régime. La loi des 300 demeure l'une des lois anti-avortement les plus répressives de l'histoire européenne contemporaine, car elle considérait l'avortement comme un crime contre la société, l'État et la race. Les femmes qui interrompaient leur grossesse étaient poursuivies au même titre que les terroristes. De nombreux Français furent condamnés à de lourdes amendes, à des peines de prison et à des travaux forcés. Cette loi ne parvint pas à réduire le nombre de crimes et, rien qu'en 1942, jusqu'à 1 million d'avortements illégaux furent pratiqués. La tentative de Vichy de remodeler et de contrôler la féminité française s'est déroulée parallèlement à son projet de virilisation des hommes français. Le régime s'est efforcé de raviver la virilité nationale. Il a imprégné sa propagande d'un vocabulaire masculin posant les valeurs masculines d'honneur, de discipline, d'altruisme, de courage et de volonté contre les vices républicains féminisés de décadence et de faiblesse morale. Les hommes apparaissaient dans la propagande de Vichy comme des pères, des chefs de famille et des combattants civiques, affichant leurs traits masculins, tels que des mâchoires carrées, de larges épaules et des torses musclés. Vichy n'a pas fondé de mouvement de jeunesse de type jeunesse hitlérienne. Le régime a plutôt choisi d'autoriser des mouvements de jeunesse indépendants. Le régime fonda 2 mouvements de jeunesse pour les enfants et les jeunes, les Compagnons de France et les Projets Jeunesse. Henri Davernat fonda les Compagnons de France, une organisation bénévole pour les jeunes de 15 à 20 ans. Les membres à temps plein vivaient dans des camps. Leurs activités consistaient en travaux extérieurs et en travail social et étaient fortement imprégnées de la propagande de la Révolution nationale. Cependant, l'accent mis par les compagnons sur la camaraderie, le devoir et la discipline en faisaient une organisation plus proche des scouts que d'un mouvement de jeunesse fasciste. Le mouvement subit la concurrence de groupes catholiques et scouts plus établis, et seuls 29 000 jeunes Français y adhérèrent pendant l'occupation. La plupart des membres étaient à temps partiel. Pour Vichy, les projets de jeunesse constituaient un instrument bien plus important pour former les citoyens de demain. Leur camp offrait un creuset pour forger les hommes français. Créé le 31 juillet 1940 sous la direction du général Joseph de la Porte du Teil, ces camps offraient initialement une certaine commodité pour éviter la démobilisation soudaine et potentiellement désastreuse de dizaines de milliers de jeunes hommes en 1940. Plus tard, les projets de jeunesse s'apparentèrent à une forme de service national obligatoire pour tous les jeunes hommes de plus de 21 ans. Ils reflétaient la conviction de Pétain que la discipline militaire était l'école de la nation. Les recrues passaient 8 mois dans les camps, recevant des leçons de morale, de nouvel ordre social, de culte du chef et d'élitisme, le tout dans le cadre d'un programme de lutte contre la décadence morale. Outre leur éducation scolaire, les jeunes des projets effectuaient des travaux pénibles en plein air, conformément à la philosophie de Vichy, résumée par la phrase « corps sain, esprit sain ». Peu de membres apprécièrent cette expérience. Les mauvaises conditions de logement, le manque de nourriture et l'ennui général ont tourmenté de nombreux membres des projets jeunesse. La bataille du pain, les misères quotidiennes dans la France en guerre. Le régime de Pétain perdit progressivement le soutien du peuple français. L'une des principales raisons n'était pas sa politique de plus en plus fasciste, mais les effets de la guerre prolongée en Europe. La devise de la Révolution nationale était « travail, famille, patriotisme ». Mais à mesure que la guerre progressait, le peuple français la parodiait en « soucis, faim, patrouille ». Confronté aux difficultés, aux pertes, aux pénuries et à la répression, la simple survie à la guerre préoccupait la nation. Bien sûr, la faim était une préoccupation pressante pour des millions de personnes dans l'Europe nazie et pas seulement en France. Cependant, en France, le niveau dérisoire des rations de base imposées par les forces d'occupation allemandes en 1940, conjugué à la mauvaise gestion des approvisionnements alimentaires par le gouvernement et à une chute brutale de la production agricole, a conduit le pays au bord de la famine. Après la guerre, l'expérience de la faim a dominé la mémoire des citoyens et des sujets français, tant en France qu'à l'étranger, et a figuré dans certains des romans les plus célèbres de l'occupation. Le 17 septembre 1940, Vichy a instauré le rationnement de la nourriture, du carburant,
des vêtements et des chaussures. Pétain a inscrit cette mesure dans la rhétorique du régime, prônant le sacrifice et l'abstention, expliquant que le rationnement était une nécessité douloureuse qui garantirait l'égalité d'accès aux ressources pour les riches comme pour les pauvres. Le système de rationnement divisait la nation en catégories. Les ouvriers et les agriculteurs recevaient des rations plus importantes que ceux dont les emplois n'exigeaient pas de travail pénible. Des dispositions particulières étaient prévues pour les femmes enceintes ou allaitantes et les familles de plus de 5 enfants de moins de 21 ans. Vichy refusait aux femmes la ration de tabac, son discours moralisateur désapprouvant les fumeurs. La majeure partie de la population, composée d'adultes âgés de 21 à 70 ans, recevait les rations dites de catégorie A. 350 grammes de pain par jour, 250 grammes de pâtes par mois, 50 grammes de fromage par jour, 200 grammes de matière grasse par mois, 200 grammes de margarine par mois, 300 grammes de viande par semaine, 500 grammes de sucre par mois et enfin 50 grammes de riz par mois. En théorie, les rations de catégorie A étaient calculées pour fournir à un adulte 1327 calories par jour. Les allocations pour chaque type de ration alimentaire, à l'exception du sucre, diminuèrent au fur et à mesure de la guerre. La survie devint très difficile et, naturellement, un énorme marché noir fleurit dans les grandes villes françaises. Le visage des rues commerçantes françaises changea à mesure que les commerces s'adaptaient au nouveau système. Les restaurants servaient de la nourriture en échange de bons de rationnement et proposaient un menu basé sur le prix maximum de leurs repas. Les restaurants de catégorie D facturaient 18 francs par repas, tandis que les établissements de catégorie E facturaient 75 francs. Les boulangers fermaient fréquemment leurs portes faute de combustible pour leurs fours. Même lorsqu'il y avait du pain, il était rassis. Le gouvernement interdisait la vente de pain frais, estimant que les gens consommeraient moins de pain si leur baguette était rassie. De longues files d'attente pour les magasins et les marchés étaient quotidiennes. L'ouvrier industriel parisien moyen passait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, à travailler et à faire la queue. Un concierge louait le sous-sol de son immeuble pour 2 francs la nuit aux Français qui souhaitaient être en tête de file pour la boucherie voisine le lendemain. Pour 7 francs de l'heure, on pouvait embaucher des personnes pour tenir la file. Le Parti communiste a fait appel aux femmes qui faisaient la queue pour manifester, en complément de ses activités clandestines, et la lutte pour le pain a occupé une place centrale dans la propagande destinée aux épouses et aux mères. Les manifestations pour l'alimentation ont parfois donné lieu à de violents affrontements avec la police, comme la manifestation des Parisiennes rue de Bussy le 31 mai 1942, au cours de laquelle 2 policiers ont été tués. Vichy a redoublé les patrouilles de police pour protéger les vendeurs, les fournisseurs et les commerçants de la foule en colère et affamés. Les pénuries étaient dues à plusieurs facteurs. Premièrement, les gouvernements français d'avant 1940 n'avaient pas prévu de rationnement. La planification d'avant-guerre envisageait une guerre menée hors des frontières de la France, la nation étant approvisionnée par son empire, les Britanniques et les Américains. Dans ce contexte, le rationnement, le stockage de nourriture et de carburant et une réduction de la dépendance aux importations semblaient inutiles. Deuxièmement, la production agricole globale a chuté de façon spectaculaire après 1940, avec près d'1 demi-million de paysans languissant dans les camps de prisonniers de guerre allemands. Le manque d'hommes pour travailler les champs et récolter les récoltes a eu un impact significatif sur la production. La production céréalière a diminué de plus de 2 millions de tonnes entre 1939 et 1940, tandis que la production de pommes de terre a été divisée par 2 en 1941. La production agricole totale a chuté de 40% et, à la fin de la guerre, la production agricole totale était inférieure de 40% à ce qu'elle était avant la guerre, mi-1944. Elle n'atteignait plus que le quart de son niveau de 1939. Finalement, les forces d'occupation allemandes ont saisi 19% des fournitures agricoles, 21% de la viande et une quantité variable de carburant. Dès le début de l'année 1942, les pénuries alimentaires en Allemagne ont poussé la France et l'Ukraine à combler le déficit. Les troupes allemandes ont contribué à ces pénuries en vidant les stocks de nourriture, de vêtements et de souvenirs envoyés au pays, profitant du taux de change favorable imposé à la France. D'importantes hausses de prix ont aggravé les pénuries.
le coût de la vie en France ayant augmenté de 270%. De nombreux Français ont cherché à se nourrir où ils le pouvaient, car même le strict minimum était difficile à trouver. Les pénuries de carburant ont entraîné la disparition des voitures des rues, remplacées par des vélos taxis improvisés ou des charrettes tirées par des bicyclettes, et les gazogènes, des voitures à essence adaptées pour fonctionner avec des chaudières à bois. La dégradation du niveau de vie menaçait la santé de la nation. La valeur calorique quotidienne des rations françaises était la plus faible d'Europe occidentale et, en 1942 et 1944, équivalait à peu près à celle de la Pologne. La malnutrition entraînait maladies et décès. Le taux de mortalité infantile passa de 63 pour 1000 en 1939 à 109 pour 1000 en 1880-1945. L'organisation de secours du régime distribua des vitamines aux écoliers jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle fournissait 60 000 repas par jour dans les soupes populaires et les cantines de la zone sud. C'était à peine suffisant. La vie sexuelle sous l'occupation nazie. Le 30 octobre 1940, Pétain annonça que la France entamait une collaboration avec le Troisième Reich. Le maréchal assura les Français que cette politique serait le meilleur moyen d'assurer à la France une place de choix dans le nouvel ordre européen une fois la guerre gagnée par l'Allemagne. La semaine précédente, Pétain et le vice-premier ministre Laval avaient rencontré Hitler à Montoire, en zone occupée. La rencontre ne régla guère plus que le maintien de la domination française sur son empire. Hitler refusait de négocier un traité de paix permanent. Cependant, l'importance diplomatique de Montoire était insignifiante comparée à son impact sur la compréhension publique de la nouvelle relation franco-allemande. Une photographie de Pétain serrant la main du Führer choqua la plupart des Français, mais à l'époque, pour Pétain, c'était la question la plus délicate. La défaite britannique paraissant inévitable, les dirigeants de Vichy pensaient que la coopération avec l'Allemagne était le seul moyen d'assurer la survie de la France. La collaboration prit diverses formes, de l'imitation idéologique connue sous le nom de collaborationnisme à la collaboration économique, militaire, sexuelle et affective. Et bien qu'après la guerre, l'opinion publique française se soit largement retournée contre les collaborateurs de guerre, à l'époque, cela n'était pas nécessairement perçu comme une mauvaise chose. Les soldats allemands en France occupée étaient parfois accueillis avec enthousiasme par des hommes et des femmes qui aspiraient avant tout à un changement de gouvernement. Dès le début de l'occupation, l'Allemagne fit appel au travail volontaire français. Avec 1 million de Français au chômage en octobre 1940, la propagande nazie présenta le travail sous le Troisième Reich comme un moyen pour les hommes de subvenir aux besoins de leur famille. Des affiches proclamèrent que la mauvaise époque était révolue. Des pancartes représentant des enfants affichant fièrement « Papa gagne de l'argent en Allemagne » furent placardées dans tout Paris. Ces affiches associaient également le travail de guerre sous le Reich au devoir masculin de défendre la France. Les femmes volontaires étaient également autorisées à travailler en Allemagne. Certaines se portèrent volontaires pour subvenir aux besoins de leur famille, d'autres partirent pour être proches de leurs maris internés dans des camps de prisonniers de guerre, d'autres furent contraintes de partir pour échapper à des relations abusives ou à la honte d'une grossesse hors mariage. Au total, 80 000 Françaises travaillèrent dans des usines allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au total, à la mi-1942, 150 000 volontaires français avaient allé quitter le pays pour travailler à l'étranger. La plupart occupaient des contrats à durée déterminée, ce qui signifie qu'il n'y eut jamais plus de 75 000 volontaires français sur le sol allemand simultanément. Ils travaillaient aux côtés de 250 000 prisonniers de guerre français qui avaient choisi de devenir ouvriers civils dans les usines allemandes. Des centaines de milliers de Français travaillaient pour l'Allemagne en France. Une entreprise allemande proposait des emplois rémunérés sur des projets de génie civil et militaire, comme la construction de défenses atlantiques sur les côtes nord et ouest de la France. Cela eut un impact positif immédiat sur l'économie française, de sorte que les Français sous occupation ne considéraient pas toujours les occupants comme foncièrement mauvais. Durant les premiers mois de l'occupation, l'opinion publique à l'égard des Allemands était ambiguë. La cohabitation était inévitable. Dans certains cas, elle était littérale. Des troupes allemandes étaient envoyées vivre avec des familles françaises dans le Nord, et ces familles étaient obligées de les nourrir et de subvenir à leurs besoins. Les relations avec les Allemands exigeaient un équilibre délicat.
Refuser de collaborer avec l'occupant pouvait mettre en danger ses moyens de subsistance, voire sa vie. Mais fraterniser avec des soldats était tout aussi risqué, car cela exposait à des accusations de trahison. La désapprobation publique de la collaboration était rarement aussi forte que dans le cas de la collaboration horizontale, c'est-à-dire des relations sexuelles entre femmes françaises et soldats allemands. Pour les Français, voir des femmes locales vivre avec les troupes allemandes provoquait des sentiments d'humiliation et d'impuissance sexuelle. Les occupants allemands se comportaient comme des femmes françaises, et même les enfants ne leur appartenaient plus. Les autorités affirmaient que les soldats allemands avaient le droit de s'amuser, et que toute personne jugée responsable d'un acte portant atteinte à l'honneur de l'armée allemande serait arrêtée. Hitler et son gouvernement interprétaient l'attitude locale envers la fraternisation entre femmes et soldats comme un indicateur de l'attitude envers l'occupation en général. Ces questions étaient débattues au plus haut niveau politique dans les territoires occupés. Pour une Française, avoir des relations sexuelles avec un Allemand représentait une remise en cause de la propriété masculine française de la sexualité féminine. C'est devenu presque un symbole de défiance. Vichy a tenté de freiner ces relations, par exemple en introduisant des sanctions spéciales pour les épouses de prisonniers de guerre qui couchaient avec des Allemands par amour ou par argent. Il est difficile de déterminer le nombre de Françaises ayant eu des relations sexuelles avec les troupes d'occupation. Le problème était que les Françaises fréquentaient les Allemands dans des contextes variés. Elles travaillaient pour des employeurs allemands, comme femmes de ménage, femmes de chambre et gouvernantes, et servaient les troupes allemandes dans des cafés, des magasins, des restaurants et des bars. Dans certains cas, des romances s'ensuivirent, et il est peu probable que beaucoup de femmes y aient perçu un quelconque contenu idéologique. On estime que plusieurs dizaines de milliers de Françaises ont participé à la collaboration horizontale, et certains historiens affirment que jusqu'à 200 000 enfants en France étaient nés de pères allemands. Les Françaises n'étaient pas les seules à avoir des enfants avec les troupes d'occupation. Aux Pays-Bas, les Allemands ont engendré jusqu'à 16 000 bébés, en Norvège jusqu'à 12 000 et au Danemark environ 7 500. Rien qu'en Europe de l'Est et en Union soviétique, les occupants ont interdit à leurs troupes de fraterniser avec les femmes locales, les considérant comme appartenant à une race inférieure. En 1944, après la chute du régime de Vichy, des foules en colère attaquèrent les collaborateurs horizontaux, leur coupant les cheveux et les exhibant à moitié nus dans les rues, dans une restauration symbolique du pouvoir masculin français. 58. Cependant, ce châtiment n'était pas propre à la libération. En août et septembre 1941, les autorités de Vichy en Afrique du Nord rasèrent à la tête des femmes qui entretenaient des relations étroites avec des soldats allemands. Les relations sexuelles avec des soldats allemands ne menaçaient pas la sécurité de la France. Cependant, à une époque où la fidélité des Françaises était considérée comme intimement liée à l'intégrité de la nation, la collaboration horizontale prit une forte signification symbolique. Malgré son discours moralisateur sur la vie sexuelle des Françaises, le gouvernement français tolérait la prostitution. D'une part, cette tolérance découlait de la reconnaissance du recours inévitable aux prostituées, avec la présence de milliers de soldats allemands sur le sol français. Vichy s'efforça donc d'encadrer et de réglementer le travail du sexe. Le 24 décembre 1940, un décret accorda la reconnaissance officielle aux maisons closes, tout en instaurant des contrôles de santé sexuelle plus fréquents pour les prostituées qui y travaillaient. Vichy ne considérait pas les travailleuses du sexe comme de véritables femmes. Le régime concentrait son attention sur les femmes au foyer et les mères. Il ne considérait les travailleuses du sexe ni comme une femme. De même, les citoyens ordinaires étaient généralement indifférents aux relations sexuelles entre soldats et prostituées. Les occupants étaient très préoccupés par la prostitution française. Les autorités militaires craignaient la propagation de maladies et d'infections sexuellement transmissibles parmi les troupes. En conséquence, les Allemands réquisitionnèrent 29 maisons closes à Paris, réservées à l'usage exclusif de la Wehrmacht. Une réglementation stricte interdisait l'emploi de femmes juives ou noires dans ces établissements. Les soldats étaient tenus d'utiliser des préservatifs et les prostituées étaient soumises à des examens médicaux réguliers. Malgré les efforts allemands pour réglementer l'activité sexuelle de leurs soldats, la prostitution clandestine persistait
et jusqu'à 100 000 prostituées de rue exerçaient dans la capitale. Il est douteux qu'un engagement idéologique en faveur de la collaboration ait motivé ces femmes. Les difficultés financières et l'attrait des soldats possédant une monnaie surévaluée poussaient les femmes à se prostituer. La vie sexuelle des hommes français était beaucoup moins étudiée. En Allemagne, les prisonniers de guerre français ayant des relations avec des femmes locales pouvaient être condamnés à plusieurs années de prison en vertu du droit allemand. Ils n'étaient pas soumis à des sanctions légales de la part des autorités françaises. Les prisonniers de guerre de retour au pays ayant des relations avec des Allemandes n'étaient pas victimes de violences comme les femmes ayant eu des relations sexuelles avec des soldats allemands en France. Les relations homosexuelles entre hommes français et allemands n'étaient pas perçues de la même manière que les relations hétérosexuelles. Certains contemporains affirmaient qu'il y avait une prépondérance d'homosexuels parmi les Français favorables à la collaboration. La centralité de la virilité dans la propagande de la résistance contribua à consolider l'association entre collaboration et féminité. S'il est vrai que plusieurs écrivains et intellectuels homosexuels étaient favorables à la coopération avec l'Allemagne, rien ne suggère que leur sexualité les prédisposait à une telle politique. Quoi qu'il en soit, ni Vichy ni l'opinion publique ne considéraient les relations homosexuelles comme un acte de collaboration. Culture et divertissement dans une France déchirée par la guerre. Même si l'entre-deux-guerres avait été incroyablement sombre et triste pour la majeure partie de l'Europe, et que les libertés artistiques et intellectuelles étaient en voie d'extinction sur tout le continent, Paris brillait toujours comme un phare culturel. Peintres, écrivains, musiciens et danseurs y affluaient de toute l'Europe et des États-Unis, certains en quête de liberté sexuelle, d'autres fuyant les dictatures, beaucoup espérant inspiration et reconnaissance. La culture était devenue indissociable de l'image que la France avait d'elle-même, et le reste de l'Europe le reconnaissait. Mais avec la croix gammée flottant sur Paris, comment la culture française allait-elle réagir ? Nulle part la France n'a connu un tel leadership culturel que dans les arts visuels. Ce n'est qu'entre la guerre franco-prussienne et la Première Guerre mondiale que des mouvements artistiques d'origine française tels que l'impressionnisme, le post-impressionnisme, les nabis, le fauvisme et le cubisme se sont succédés dans ce qui est devenu une sorte de révolution permanente. Le conflit de 1914 à 1918 n'a rien changé à cette situation. Pour les artistes européens, Paris est resté le lieu de rencontre des grands artistes et d'aspiration à la grandeur. De plus, le fait que la ville soit un important marché de l'art y a contribué. Cela ne signifiait pas que les artistes français étaient indifférents au destin politique de la nation française. Au contraire, ils bénéficiaient d'une plus grande liberté artistique que dans d'autres pays de l'époque. Au printemps 1941, les Parisiens s'étaient étonnamment bien adaptés à l'occupation, principalement parce qu'il était clair que la libération n'était pas imminente. Les États-Unis hésitaient à entrer en guerre. L'Union soviétique avait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne, et la Grande-Bretagne ne représentait toujours aucune menace pour le Reich. De fait, la propagande allemande et de Vichy avait habilement rappelé aux Français que la Grande-Bretagne était leur ennemi historique. De plus, il y avait de nouvelles raisons de se méfier de la Grande-Bretagne. Churchill était perçu comme ayant sacrifié la France pour sauver ses propres forces à Dunkerque. Sa décision de bombarder les navires français amarrés à Mers el-Kébir, en Algérie, et le soutien britannique à l'échec de la tentative gaulliste de prendre le Sénégal sous Vichy en septembre 1940 prouvaient une fois de plus qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Le bénéficiaire, par défaut, était Pétain, qui à l'époque apparaissait à la plupart des Français comme la seule alternative au soutien aux Allemands ou aux Britanniques. Le problème était que le maréchal lui-même ne pouvait rien faire pour changer la vie des Parisiens. De fait, il ne mit jamais les pieds à Paris entre juin 1940 et avril 1944, 4 mois avant la libération de la ville. En réalité, les Allemands étaient aux commandes et la plupart des Parisiens choisissaient d'en tirer le meilleur parti. Et cela impliquait de chercher des distractions partout où ils le pouvaient. Les années 1930 ont vu naître une extraordinaire variété de music-halls, cabarets, boîtes de nuit et maisons closes, dont la quasi-totalité ont rouvert avant Noël 1940. Dans nombre d'entre eux, notamment les music-halls, les Parisiens pouvaient s'amuser sans avoir à porter l'uniforme allemand. La raison en était simple.
Les humoristes et les chansonniers présentaient leurs numéros en français, souvent teintés d'argot que peu de soldats allemands comprenaient. Tous les textes et paroles de pièces de théâtre devaient être approuvés par le bureau de la propagande, mais les autorités allemandes faisaient preuve d'une souplesse surprenante lorsque l'Allemagne n'était pas impliquée. En pratique, une grande partie des comédies écrites pour le théâtre se contentaient de satiriser le quotidien des Parisiens, jonglant entre les cartes de rationnement et le marché noir, se déplaçant à vélo après des années au volant ou s'efforçant de rendre leurs vieux vêtements présentables. Pour ces raisons, la plupart des Parisiens de la classe moyenne se sentaient parfaitement à l'aise dans les music-halls. Ils connaissaient beaucoup de chansons, connaissaient quelques blagues et pouvaient sortir le soir en oubliant leurs soucis. Pour les soldats allemands, les cabarets exerçaient le même attrait. Pour beaucoup, voir des danseuses à moitié nues était la meilleure excuse pour sortir le soir. Et le faire à Paris était l'une des récompenses inavouées des soldats qui pouvaient passer quelques jours dans la plus belle des villes occupées. Pour savoir où aller, les soldats pouvaient consulter le journal germanophone Pariser. Le journal Zeitung remarquait que le cabaret Tabarin offrait le spectacle le plus érotique, et à la fin de la soirée, de nombreux soldats finissaient dans un bordel. Les maisons closes les plus célèbres de la ville, le 122 et le Sphinx sur la rive gauche, étaient très chers pour les simples soldats, mais officiers allemands, collaborateurs français, agents de la résistance clandestine, trafiquants du marché noir et artistes de toutes sortes, y compris des femmes, s'y retrouvaient pour boire, bavarder, espionner et s'amuser. Les soldats allemands ordinaires, quant à eux, avaient le choix entre une vingtaine de bordels moins exclusifs où des médecins de la Wehrmacht surveillaient la santé des prostituées. Les mouvements de résistance en France dans les années 1940. En France, il n'y avait pas une seule résistance, mais plusieurs. Il existait deux types de groupes organisés. Les mouvements de résistance tentaient de mobiliser l'opinion publique contre l'occupant par la propagande et l'action directe. Les réseaux de résistance recueillaient des renseignements sur l'ennemi et menaient des opérations contre lui en collaboration avec les services secrets alliés. Ces mouvements et réseaux représentaient un large éventail d'opinions politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais tous souhaitaient l'expulsion de l'occupant allemand de France. Leurs attitudes envers le régime de Vichy étaient plus complexes. Si l'hostilité envers l'État français caractérisait de nombreux mouvements et réseaux, certains conservaient un respect prudent pour Pétain et sa révolution nationale, allant même jusqu'à travailler pour le régime lui-même. Les médias d'opposition divisaient également les résistants. Après l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, des groupes communistes lancèrent de violentes attaques contre les troupes et les officiers allemands. Cette tactique provoqua de graves représailles contre la population civile française. D'autres groupes de résistance agissaient avec plus de prudence, préférant persuader l'opinion publique par la propagande. La résistance était également un phénomène fragmenté, un fait découlant des conditions dans lesquelles opéraient les premiers résistants. Le secret était primordial et l'information et le recrutement étaient limités à un petit nombre de militants. Les mouvements et les réseaux opéraient nécessairement de manière isolée. Ce n'est qu'en 1943 que les groupes de résistance commencèrent à coordonner leur lutte entre eux et avec la France libre, tout en conservant leurs structures individuelles. Il est donc important de reconnaître que la résistance n'a jamais été l'œuvre d'une entité unique et disciplinée. Outre les activités des mouvements et réseaux organisés, des milliers d'actes de défiance individuelle furent commis par des Français ordinaires. Ces actes, dont beaucoup ne furent pas enregistrés, n'avaient que peu de portée militaire, mais s'inscrivaient dans la lutte morale contre l'occupation. Les faits suggèrent que la majorité des résistants étaient jeunes. Dans le Nord, 62% des membres de la soi-disant défense française avaient 30 ans ou moins. La résistance était, en général, un phénomène interclasse. Une part importante des résistants était issue de familles ouvrières ou de la classe moyenne, mais d'autres secteurs sociaux étaient également présents. La résistance communiste mobilisa des réseaux de soutien consolidés, dont beaucoup avaient l'expérience de l'opposition et de la désobéissance ouvrière durant l'entre-deux-guerres. Les membres de la petite bourgeoisie, tels que les commerçants, les petits industriels, les salariés, les artisans, les commerçants et les fonctionnaires, étaient également surreprésentés dans les formations de résistance. Les combattants européens non français ont largement contribué à la lutte contre l'occupant. En effet, la présence d'étrangers dans la résistance était massive.
Principalement en raison de la fuite en France de nombreux immigrés pour échapper au fascisme et au nazisme dans les années 1920 et 1930. Déjà opposés au fascisme, ils n'ont pas eu besoin d'être convaincus pour rejoindre des groupes de résistance. L'un des exemples les plus célèbres de résistance des immigrés est le groupe Manouchian, un groupe de 22 hommes et une femme, dirigé par le poète arménien Missak. Manouchian. Le groupe Manouchian était affilié à l'organisation communiste Tiradores et Partisans, dirigée par le communiste roumain Baruch Bruman. Entre l'automne 1942 et novembre 1943, Bruman dirigea 230 attentats contre des cibles nazies et collaborationnistes, dont l'assassinat de Julius Ritter, chef du service du travail obligatoire français. Le groupe de Manouchian fut arrêté fin 1943 et exécuté en février de l'année suivante, mais la résistance française continua d'œuvrer dans l'ombre jusqu'à la libération définitive de la France, le 8 mai 1945.